Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois, se joint à moi. Alors, le maire de Sainte-Agathe-des-Monts pesait ses mots, mais en même temps, il ne gênait pas pour dire le fond de sa pensée. Clairement pas enchanté de voir les gens de Montréal aller chez lui. Le déconfinement, ça commence à compter donc des prochains jours pour l'extérieur de Montréal. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie, M. Bérubé? Dans toutes les régions du Québec, il y aura des confinements. Au Bas-Saint-Laurent, c'est le 18 mai prochain. Puis l'opposition, elle est connue là, dans ma région, puis vous le voyez ailleurs aussi. C'est une décision du gouvernement du Québec. C'est un pari qui est risqué à certains égards parce que nos chiffres sont plutôt bons. Donc moi, je retiens de l'annonce de la vice-première ministre que si les choses devaient changer quant au nombre de cas, on pourra faire marche arrière. Alors soyez sûrs qu'on va surveiller ça quotidiennement pour que ça se passe bien. Donc, on va devoir apprendre à vivre avec ça. Demain, c'est les commerces. Le 11 mai, c'est les écoles dans notre région et ailleurs au Québec. Puis le 18 mai, le barrage routier au Bas-Saint-Laurent. À suivre. Mais M. Bérubé, est-ce que, par exemple, une solution, ça pourrait pas être de faire... Les Chinois l'ont fait avec Wuhan. Ils ont bouclé une région. Dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait envisager de boucler la grande région de Montréal? Assurément, le gouvernement du Québec aura une décision importante à prendre pour Montréal et l'impression qui est largement partagée, c'est que la situation est à bien des égards hors de contrôle. Et ce n'est plus seulement les CHSLD, c'est maintenant des hôpitaux, c'est maintenant certains quartiers vulnérables de Montréal où la population est à risque et une population qui est là pour nous soigner, des gens qui sont bien présents dans plusieurs centres où on doit se battre. Alors, oui, c'est préoccupant et cette décision devra venir assez rapidement. Et de point de vue général, quant à la crise actuelle, je veux faire remarquer une statistique importante. Le Québec, c'est 23 de la population canadienne, mais 61 des décès, c'est chez nous au Québec. Alors, il faut être très... Il faut faire très attention aux décisions qu'on prend parce qu'on voit que c'est au Québec que ça se passe pour beaucoup. Et moi, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, je peux dire que ça va bien aller. Et l'essentiel de ces décès-là, c'est même pas juste au Québec, c'est à Montréal. Et c'est concentré à Montréal. Donc, le gouvernement du Québec a pris beaucoup de décisions qui ont un impact sur nos vies, notamment non seulement dans ma région, mais ailleurs au Québec. Mais pour Montréal, il y a une décision qui est attendue à la lecture qu'ils vont pouvoir faire de la situation. Et je note également qu'il y a des informations qu'on n'a plus. Et votre collègue Diane Lamar a fait remarquer, à juste raison, qu'on n'a plus les données pour les CHSLD. Ça, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qui justifie cela? Il me semble qu'on devrait avoir davantage de transparence, donner davantage d'informations, notamment le nombre de tests par région, les projections pour le mois de mai. On l'a fait pour le mois d'avril avec les scientifiques. On ne l'a pas fait pour le mois de mai. Je suis convaincu que ça intéresse la population. Et il y a les chercheurs qui nous demandent un certain nombre d'informations qui ne sont pas accessibles. Donc, davantage de transparence pour que le public soit dans le coup, qu'on connaisse le vrai portrait de la situation, qui semble différent entre ce que vous démontrez quotidiennement et les points de presse officiels qu'on a maintenant là, de la part du gouvernement du Québec, qui seront de moins en moins présents, ce que j'ai compris. Là. Parce que Diane le disait, alors qu'on a besoin d'informations, la façon dont le gouvernement va maintenant dévoiler ses chiffres, c'est moins de transparence, au moins à court terme. Il n'y a pas un message contradictoire, là, c'est-à-dire que les gens ont besoin de savoir. Ben oui, les gens veulent savoir le nombre de tests par région. Ils s'en fait auprès de qui, d'ailleurs? Ça, c'est une donnée importante. Puis aussi, les projections, ça nous donne une idée, mais le nombre de cas par CHSLD, voire même par hôpital, dans le personnel de la santé, c'est important. Et il n'y a personne en fin de semaine qui nous a justifié pourquoi on a moins de transparence, plus on avance dans cette crise. Alors ça, c'est important. Alors moi, au nom du public, non seulement je pose cette question, mais je demande qu'on rétablisse les données essentielles pour comprendre ce qui se passe et comprendre aussi comment se fait la mécanique des décisions du gouvernement du Québec, quelle part relève de la santé publique, quelle part relève du politique. Il me semble que de plus en plus, les citoyens se posent des questions et n'ont pas de réponse sur des enjeux très importants qui touchent l'ensemble de la population du Québec. Pascal Bérubé, vous l'avez parlé tantôt, quand on compare le Québec avec le reste, prenons l'Amérique du Nord. On a beaucoup parlé des problèmes des Américains. Le fait est, Richard Latendresse nous en parlait hier de Washington, la situation s'améliore dans tous les États américains, notamment dans l'État de New York, qui a été longtemps l'épicentre en Amérique du Nord. La situation est pas dramatique dans 9 provinces canadiennes et dans les 2 territoires.
Je pense à la Saskatchewan, le Manitoba, il y a 6 décès seulement depuis le début de l'année, un peu plus d'une centaine à Colombie-Britannique, où pourtant, parmi les premiers cas ont été identifiés. On a réussi à arrêter la progression de l'épidémie là-bas. Au Québec, on était à au-delà de 2200 décès et le rythme ne semble pas vouloir se ralentir. Alors, actuellement, en Amérique du Nord, quand on regarde le portrait, là, partout, on est en train de maîtriser donc la progression de l'épidémie, sauf un endroit au Québec, et au Québec, un endroit, Montréal. C'est pas rien, ça, M. Bérubé. Exactement. Si on prend les 50 États américains, les 10 provinces canadiennes, un des endroits qui a le taux le plus élevé par rapport à la population de cas et de décès, c'est le Québec. Mais en même temps, c'est l'État qui prend le moins de temps pour repartir l'économie, repartir les écoles. C'est également le Québec. Donc, c'est un pari très audacieux et qui n'est pas dénué de risques. Et c'est ça qu'il faut nous expliquer. Il faut être capable de se comparer. À chaque fois qu'on le fait, le gouvernement va dire « Oui, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes comparables. » Je vous rappelle la donnée que j'ai dit tout à l'heure. 23 de la population canadienne, c'est le Québec. 61 des décès. Il y a quelque chose de majeur derrière ça. Et les personnes touchées, vous venez de l'évoquer, ce n'est pas seulement les personnes de 70 ans et plus, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Écoutez, là, Georges Larac, là, qui est atteint de la COVID-19, là, c'est un ancien athlète professionnel. Ça montre qu'il y a bien des gens qui sont à risque d'être touchés. Puis heureusement, on souhaite qu'ils puissent se rétablir. Mais c'est quand même majeur ce qui se passe à Montréal et ça mérite des explications supplémentaires et une décision qui devrait être prise cette semaine pour un semblant de retour à la normale pour Montréal. Ça ne serait pas prématuré d'annoncer une décision quant à Montréal. C'est là que ça se passe pour beaucoup. Et ça a une influence sur le reste du Québec. Mais en attendant, on a l'impression qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Bon, vous l'avez mentionné, à Montréal, là, il y a les CHSLD, mais Montréal-Nord, Saint-Michel, éclosion dans les hôpitaux. Bref, loin de se calmer, là, ça se multiplie. Mais les CHSLD, là, M. Bérubé, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à ralentir le nombre de décès de façon significative. Ça fait 2 mois qu'on a demandé à l'ensemble des contribuables québécois de respecter les ordres de confinement. Les Québécois l'ont vraisemblablement fait dans l'ensemble de façon, je veux dire, quand même très bien. Mais malgré tout ça, malgré toutes les énergies qu'on a mises, on n'est pas capable ici de ralentir la progression donc des décès ou le nombre des décès des personnes qui sont malades. Je veux dire, on a un problème sérieux qui semble profond, là. Écoutez, les 70 ans et plus qui ne sont pas en CHSLD, là, respectent les règles. Puis ils nous écoutent présentement, puis ils se demandent combien de temps ça va durer, parce qu'ils se développent toutes sortes de problèmes, hein, de tout ordre avec cette solitude qui est vécue présentement. Dans les CHSLD, on a fait de nombreux appels à tous. Toute personne qui veut contribuer. Ensuite, les médecins spécialistes. Ensuite, l'armée qui n'est pas vraiment arrivée encore. Et malgré ça, ça semble hors de contrôle. Donc, et ça déborde sur les hôpitaux potentiellement. Puis à Montréal, ce qui me touche énormément, c'est qu'il y a des quartiers où on a beaucoup de travailleurs, la santé, qui font un travail ingrat, mal payé, pour bien traiter nos aînés, et là, sont touchés de plein fouet. On ne peut pas laisser ça continuer. Il faut vraiment nommer les choses, et ce n'est pas d'être alarmiste que de le dire. En fin de semaine, personne n'a envoyé de signaux là, en ce sens. Bien, moi, je vais en envoyer un signal. À Montréal, il y a un enjeu très sensible qui est celui des travailleurs de la santé qui sont issus dans bien des cas de l'immigration et qui vivent dans leur quartier une incertitude. Alors, nommons ces choses-là, puis attendons-nous peut-être une décision pour Montréal en début de semaine. On est rendu là. Parce qu'on a fait une entrevue un peu plus tôt avec une jeune infirmière de 22 ans. À 22 ans, ça fait 10 mois qu'elle travaille comme infirmière. Elle s'est retrouvée avec une responsabilité importante. Ça va. Elle tombe malade. Et ce qu'elle nous décrivait, c'est que tous ses collègues finissent par... il y a beaucoup de ses collègues qui finissent par tomber malades. Donc, c'est un peu comme... Moi, j'aime pas d'utiliser les expressions ou les comparaisons militaires, mais les soldats vont au combat, tombent, sont remplacés par d'autres soldats qui vont au combat, tombent, remplacés par une autre vague de soldats, et on n'arrive pas à reprendre le dessus. C'est ça qui se passe dans les CHSLD, là. Une question d'organisation du travail, c'est évident. Puis, vous voyez, depuis le début, je lance pas la pierre à personne. Mais l'appel qui a été fait, il a été coordonné au meilleur des connaissances du gouvernement du Québec. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui se trouvent en pleine vulnérabilité. Et là, je parle des gens qui se sont engagés
dans le domaine de la santé et qui mettent leur vie en jeu présentement, comme le cas que vous venez d'évoquer. Des personnes pour qui c'est leur vocation et là, ils se retrouvent seuls au front d'une situation qui a l'air hors de contrôle. Alors, si c'est Montréal où là, il y a un enjeu, il faut prendre des décisions pour protéger les gens, protéger les travailleurs de la santé. Il va falloir resserrer davantage. Et le but, c'est pas d'enlever de la liberté aux gens. L'objectif, c'est de protéger une zone qui semble hors de contrôle présentement. Puis je pense que personne qui me dit le contraire présentement sur ce qui se passe dans la métropole. Et les craintes qui sont exercées dans les régions du Québec quant au déconfinement, la levée des barrages routiers, il est lié à ça, à ce qui se passe à Montréal. Et moi, je ne veux pas condamner mes concitoyens et ceux d'ailleurs au Québec qui ont des craintes parce qu'on ouvre les barrages routiers. Je veux qu'on prenne des décisions qui rassurent tout le monde. Notre sort est lié à Montréal. On est attaché à la métropole du Québec. En tout cas, moi, je le suis considérablement. Je peux vous dire que ça fait 6 semaines que je n'ai pas vu ma conjointe qui est à Montréal. Ça me touche, puis d'autres personnes vivent ça. Mais on veut qu'il y ait des gestes qui soient posés pour Montréal. Et je pense que ça va contribuer à rassurer beaucoup de monde partout au Québec. Bon, là, un des nerfs de la guerre, là, dans cette bataille-là, c'est la capacité de tester. Vendredi, M. Arruda parlait qu'on allait augmenter le nombre de tests. Il me semble que c'est vendredi, oui. Nombre de tests. Oui. Là, on apprend que Spartan, la compagnie de qui on avait acheté, je pense, 200 000 tests ou 250 000 tests, qu'il y avait un nouveau test qui est fait à partir de l'ADN. Je me souviens d'avoir parlé, moi, avec un des dirigeants de cette entreprise-là, où on nous disait que ça allait être plus sûr que le test qui est fait en laboratoire. D'abord, qui est approuvé par Santé Canada, et oups, là, maintenant, on apprend que non, ça ne l'est pas. Donc, la capacité de test, on se fiait là-dessus. On vient de perdre un outil important au Québec, là. Oui, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ce cas-là précis. Mais souvent, depuis le début de la crise, on a parlé de la capacité de test. Parlez-nous pas de la capacité de test. Dites-nous combien sont faits par région et auprès de qui. Les travailleuses en service de garde veulent savoir s'il va y avoir des tests. Les enseignants veulent le savoir. Les travailleurs de la santé, les gens qui sont en contact direct avec les gens qui sont touchés, potentiellement, c'est ça la donnée importante. Pas la capacité de test, le nombre de tests par région, auprès de qui. Plus de transparence, s'il vous plaît, là. On a besoin d'en savoir plus. Et là, les informations sont concentrées entre les mains de la santé publique et du gouvernement du Québec. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut partager ces informations avec la population. On est capable de comprendre. Les Québécois sont capables de saisir ces données-là. Le moment est venu de révéler davantage d'informations cruciales sur cette crise. Pascal Bérubé est le chef intérimaire du Parti québécois. Merci de nous avoir parlé cet après-midi sur les ondes de LCN. Bonne journée à vous. Merci. À vous aussi, M. Jean. Au revoir.